Merci beaucoup de me donner cette occasion-là. C'est extrêmement intéressant. Pour rester un peu dans le parallèle, je vais en deux mots dire un peu qui je suis, quelle est mon histoire, parce elle est pas tout à fait anodine par ce dont je vais parler ensuite. Je suis un préhistorien un peu archéozoologue, pas complètement, mais donc un préhistorien, comme tous les préhistoriens, fondamentalement interdisciplinaire, hein, c'est une obligation. Mais donc j'ai une licence d'histoire, une HDR de préhistoire, et j'ai aussi une formation en linguistique. Hein, j'ai étudié pour apprendre le français en tant que langue étrangère, et donc avec beaucoup d'études de système et de sémiologie, c'était pour ça d'ailleurs que je le faisais. Professeur à Aix-Marseille, des préhistoires à Aix-Marseille Université, et à partir de 2002 à 2006, j'ai été vice-président du conseil scientifique dans mon université, qui était l'université de Provence, donc très grosse université au module de l'époque, très pluridisciplinaire, hein, depuis l'astrophysique jusqu'à tous les SHS. Donc, en tant que tel, j'ai eu à connaître un peu les questionnements et les pratiques de beaucoup des sciences représentées dans ce cadre. Et enfin, juste après, 15 jours après, j'ai été nommé directeur scientifique adjoint à l'époque au département SHS et au département EDD, donc environnement et développement durable, pour faire le joint entre les deux, le lien. Et tout de suite après, j'ai intégré en tant que DAS à l'époque, maintenant, l'Institut Écologie et Environnement. Donc, et particulièrement, donc, j'étais chargé en tant qu'SHS, des rapports avec l'INSU, hein, au début, quand j'étais à EDD, et SIC, tout particulièrement. Donc c'est un peu dans un contexte donc, qui m'a effectivement beaucoup rapproché de bien des choses que cette idée des observateurs au milieu est apparu donc en novembre 2006. Hein, c'est vrai, c'était sur la ligne 10 du métro entre Michel-Ange et le muséum, probablement vers du rock, quelque chose comme ça. Et c'est un peu de sérendipité là quand même. La première présentation, je l'ai faite précisément dans le cadre de l'INSU, hein, dans le colloque de prospective cycle de Strasbourg. Euh, Projet d'observatoire au milieu, et tout de suite, le 6 mars 2007. Et déjà, à peine j'avais fini que Jean-Yves Bottero, certains d'entre vous le connaissent peut-être, le directeur du CIRES, est venu me voir en disant « Tu fais quelque chose chez moi ». J'avais envie de le faire. Au départ, je pensais plutôt à la Lorraine, aux aciéries de Lorraine. Mais bon, et c'est ce qui s'est passé à l'été 2007. Donc, nous avons créé ensemble, pas avec Jean-Yves Bottero, mais il était dans le coup, avec donc le bassin minier de Provence, l'OHM bassin minier de Provence. Donc, depuis aujourd'hui, en 2021, il y en a 13 qui ont été créés. Je vais glisser très vite là-dessus. Très divers en France métropolitaine, à l'outre-mer, et aussi donc à l'international, au HMI, en Afrique, au Sénégal, au Portugal, au Québec, au Chili, by Exploradores. Et le dernier étant pour l'instant donc l'OHM Fessenheim, tous ayant été créés par l'INE, mais parfois avec les SHS, parfois même, vous le voyez en bas, avec l'IN2P3, l'INSU et l'Université de Strasbourg. En 2012, ce projet, donc, qui était au départ uniquement soutenu par EDD et INE, a été lauréat du LabEx DREAM, hein, dispositif de recherche interdisciplinaire sur les interactions homme-milieu, l'acronyme de DREAM, donc, que j'ai présenté, que j'ai eu. Il a été renouvelé jusqu'à fin 2024 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le contexte. Alors, quelles interrogations pendant tout ce temps, et particulièrement au moment où je suivais le construction du colloque de prospective SIC, pratiquement tout le monde déplorait l'impossibilité d'avoir une interdisciplinarité, aussi bien les SHS que les autres. Mais là, surtout les autres, entre guillemets, notamment les collègues de SIC, et je pensais à Ama, d'autres, disant on fait de superbes projets et on n'arrive pas à les intéresser. Donc ça, c'était un vrai problème. Pardon. Bon, j'ai entendu que, je sais pas.
Quand, de toute manière, en règle générale, on disait également qu'il était extrêmement difficile d'intéresser les disciplines SHS à participer à des projets, donc principalement de, concernant des socio-écosystèmes ou des écosystèmes. Et également, une remarque, c'est qu'en fait, si jamais ça marchait, ben en fait, ça ne durait pas longtemps. Et qu'une fois la question réglée, la question, le projet achevé, ben les gens repartaient et qu'on n'arrivait pas à aller au-delà. Et donc, c'est sur la base de ces interrogations-là que j'ai essayé d'imaginer des réponses. L'idée, c'était donc de construire un dispositif, un outil de recherche qui favorise l'interdisciplinarité. Et pourquoi l'interdisciplinarité? Parce que la complexité. Nous, le but, c'était pour répondre à l'extrême complexité des socio-écosystèmes auxquels on était affrontés et à leurs problèmes, qu'il fallait effectivement un apport interdisciplinaire. Le but de cet outil, c'est de permettre des recherches. Donc, c'est fondamentalement vouloir construire un outil de recherche scientifique. J'avais écrit à l'époque fondamental et appliqué, aujourd'hui je ne réécrirai pas comme ça, mais peu importe, et qui de toute manière, puisqu'il s'agira de socio-écosystèmes, prennent en compte la demande sociétale, en promouvant précisément cette interdisciplinarité. Pour cela, je proposais d'identifier un sujet d'importance qui soit fondamentalement anthropique, c'est-à-dire qui éveille en fait l'intérêt de toutes les sciences de l'environnement. Donc, pour moi, ça veut donc dire sciences de la Terre, sciences de la vie, sciences de l'homme et de la société, à partir du moment où elles se préoccupent de la question. Et donc, un sujet aussi large et fondamentalement anthropique qui puisse ainsi intéresser tout le monde, auquel tout le monde pourra s'intéresser depuis son cœur de discipline, et qui permettent des questionnements pertinents pour tous. Un sujet aussi avec une telle surface que ce ne sera pas en un seul projet ou deux qu'on l'épuisera, et donc les investissements effectivement seront largement motivés et pourra permettre une pérennisation de ces rapports interdisciplinaires dont on déplorait l'absence. Et enfin, alors là, je vais pas parler longtemps, mais c'est crucial en ce qui me concerne, puisqu'on va se préoccuper d'un socio-écosystème, de socio-écosystèmes envisagés sur le plan local. Alors, qu'on comprenne bien sûr que dans la réflexion, on ira d'un bout à l'autre de l'échelle, du plus global au plus petit, au plus micro, mais aujourd'hui, on va tenter de répondre à des questions qui se posent pour la société sur le plan local. On pourra en parler. Pour ça, il va falloir donc qu'on imagine un mode de construction qui permette l'accès de tous et un fonctionnement qui favorise effectivement ces interactions disciplinaires qui sont aujourd'hui loin d'être évidentes. Mon prédécesseur en a l'air clairement souligné. Si vous voyez là, c'est une diapo historique. En 2007, à Strasbourg, je présentais ça comme ça. Il affirme un objet étudié depuis son cœur de discipline. Vous avez ce petit dessin horrible. Et identifiant dans un lieu commun, d'un ensemble commun, d'un moment où on pourra se retrouver et où les idées pourront se développer dans le cadre avec le principe d'un bouillon de culture. Aujourd'hui, ce qu'on constate, là aussi, mon prédécesseur l'a souligné, une abondance de crises socio-écosystémiques, que j'appellerais plutôt volontiers, qui sont directement issues de la mondialisation et du changement global. Et ces crises nous frappent donc de plus en plus durement. En tous les cas, beaucoup sont autour de nous. Et elles posent de questions localement, sur le plan local, de questions essentielles de survie des écosystèmes. Et par derrière, bien sûr, des questions de développement durable, dans lequel ces socio-écosystèmes doivent prendre. C'est là notre cible. Donc, dès le départ, un OHM s'intéresse à cette problématique-là. Les OHM étudient donc des socio-écosystèmes en crise pour lesquels la société demande remédiation, et je ne vois pas ce qu'il y a écrit derrière.
Voilà, je vais le voir. Demande de rénovation à l'échelle locale. Des OHM qui traduisent en questions scientifiques les interrogations sociétales. J'insiste là-dessus. Je ne parlerai pas de transdisciplinarité, mais c'est pour ça que j'insiste. Leur capacité, ce sont les chercheurs qui formulent les questions de recherche scientifique. Que leur capacité interdisciplinaire permette d'affronter la complexité des systèmes auxquels ils sont confrontés, et les résultats de leur recherche apportent une compréhension de ces crises, de ces systèmes complexes, qui doit être transmise à la société de manière à ce que celle-ci, quelles que soient ses composantes, puisse s'en saisir et traduire cette compréhension, comme elle le souhaite, en action, je dis sociétale, c'est-à-dire en action qui est rapport avec le fonctionnement de la société, que ces gens soient des politiques, des économiques, des personnes relevant des systèmes associatifs ou autres. Excusez-moi. Donc, sortie de là, est arrivée l'idée suivante. Un OHM se construit par l'identification d'un lieu qui est touché par une crise socio-économique profondément et qui elle-même va être bouleversée par un événement majeur qui va entraîner de profondes questions sociétales. Exemple, les aciéries de Lorraine, la fermeture des aciéries. La mine, le bassin minier de Provence, la fermeture de la mine. Donc un monde qui a été complètement, pensons au paternalisme de Wendel, complètement structuré à tous les niveaux de la société économique, écologique, par un système, une structuration socio-écologique, et qui brutalement va être mise à bas. Et c'est à partir de là que nous allons intervenir. Pour ça, et c'est la base, donc ça c'était déjà pas écrit comme ça, mais annoncé à Strasbourg en 2007, tout OHM est fondé sur un ternaire. Ce ternaire, c'est d'une part le cadre socio-écologique dans lequel il va prendre place. Donc j'évoquais effectivement ce qu'on appelle aussi un fait structurant, hein, un bassin minier, la fermeture de la mine. Un événement fondateur, c'est celui qui va venir le contredire, hein, une activité minière, la fermeture de la mine, et enfin, donc, un objet focal, c'est l'objet, c'est le territoire, qui va être déterminé par la superposition du cadre socio-écologique et de l'événement fondateur, des zones touchées par l'exploitation minière et touchées par la fermeture de la mine, et sur lequel tous les sciences de l'environnement vont concentrer leurs études depuis leur cœur de discipline. Et pour que tout le monde puisse parfaitement être pertinent, tout ça a une définition anthropique. Voilà un exemple, si vous voulez, c'est une des conséquences directes de cet événement fondateur, c'est que d'une part, il permet de fixer un T0 avant il y a un moment, et après, bouleversement, il y a une rupture complète dans les dynamiques des fonctionnements des systèmes, un gap, hein, vraiment qui va se former, et toutes les dynamiques antérieures vont être remises à zéro en quelque sorte, et vont repartir, donc extrêmement puissant pour évaluer les évolutions, et de nouvelles dynamiques vont se mettre en place, et c'est celles-ci donc que les OHM vont étudier. Ils étaient dus à partir d'un moment, celui de la survenue de l'événement fondateur, donc ils déterminent un T0, un temps zéro, qu'il va falloir étudier pour savoir où on en était, état zéro, hein, qui dure sur quelques années éventuellement, qui fait le point sur l'ensemble du socio-écosystème, en économie, en biodiversité, tous les éléments qui composent un socio-écosystème, et enfin ouvre la porte à la rétro-observation, puisque le passé va permettre effectivement d'éclairer ces dynamiques qui ont conduit jusqu'à l'arrivée de la rupture. Aujourd'hui, je vais pas tous les décrire, mais je vais en prendre deux ou trois au passage. Par exemple, l'OHM de Tessékéré au Sénégal, c'est la décision de fonder la Grande Muraille Verte, hein,
pour faire arrêter la progression de la désertification due au Sahara. L'OHM-OIAPOC, c'est la construction d'un pont entre le Brésil et l'Europe, que vous connaissez tous, et donc qui est venu bouleverser complètement le socio-écosystème qui s'était construit, notamment à Saint-Georges, autour de liens autour de l'IAPOC, quoi. Littoral méditerranéen, c'est donc qu'est-ce qui s'est passé effectivement sur cette côte entre Marseille, les Tantos et le nord de la Corse, à partir du moment où la prise de conscience a été venue qu'il ne fallait pas laisser les choses évoluer comme ça, et la mise en place de la gestion intégrée des zones côtières. Fessenheim, le dernier, c'est précisément l'événement fondateur, c'est la fermeture de Fessenheim et les conséquences sur le socio-écosystème Fessenheim pris dans son ensemble. Et il y en a d'autres, mais je pourrais revenir si ça vous intéresse. La première chose qu'on fait, donc une fois que l'OHM a été décidé, c'est-à-dire qu'on a identifié l'événement fondateur, la rupture, hein, le lieu et la rupture. Une fois qu'on a identifié un porteur, on va pendant un an définir le ternaire que je viens d'évoquer avec vous, et après d'avoir pris connaissance des questions que cette rupture pose à la société, une équipe pluridisciplinaire, parfois largement pluridisciplinaire, va se mettre en réflexion pour identifier les caractéristiques de cette situation, hein, quelle est l'histoire qui a conduit là, comment est intervenu l'événement, pourquoi ce moment, etc. Quelle est la relation systémique que cet événement entretient avec le cadre socio-écologique dans lequel il a pris place, une phase donc de co-construction. Et de même, vont être posées les questions par lesquelles le système va être abordé. Quelles compétences disposons-nous ? Quelles sont les compétences qui vont être mises en œuvre, donc les champs disciplinaires qui vont être étudiés, quelles sont les priorités dans le cadre des questions ainsi identifiées, donc une pré-problématisation qui est le seul moyen donc de faire face à cette complexité. Il faut bien commencer par un bout, on va dire, commencer par des thèmes, et c'est là que les choses sont définies. Cette démarche est fondamentale parce que c'est elle qui permet que tout ce qui a été dit là fasse sens pour tous, hein, aussi bien un SHS qu'un écologue, qu'un sédimentologue comprendra toutes les questions qui pourraient être posées feront sens, puisque tout ce cadre a été défini ensemble. Donc il y a là un élément fondamental pour la pertinence globale et pour la capacité de chacun à s'approprier. Comme les besoins de la société ont été pris en compte, on a également cet élément qui vient renforcer la puissance de cette phase de mise en place. Pour construire cette qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est pas. Voilà. C'est dans ce cadre, donc, qui vient d'être ainsi défini, que le premier acte qui va lancer le système est posé, c'est celui d'un appel à projet. Donc, tous les projets qui sont déposés dans l'OHM ont une relation directe avec l'événement fondateur, sinon, ce n'est pas un projet OHM. Donc, sinon, c'est refusé. Et donc, comme ça, toutes les disciplines vont parler du même objet. Hein, par exemple, le bassin minier de Provence, les pollutions liées à l'exploitation du lignite. Tous parlons du même objet, chacun de son point de vue. Donc, la présence des polluants, par exemple, dans les écoles primaires de Gardanne, comme l'attitude de la société de Gardanne vis-à-vis des restes de ces pollutions, versus l'histoire de la mine. Toutes les disciplines donc étudieront dans ce cadre défini en commun. Toutes les recherches seront présentées dès que le résultat lorsqu'ils auront été élus à l'appel d'offres, et également les résultats de ces recherches rapportés l'année suivante dans des colloques où tout le monde, de présentation et de restitution, où tout le monde, toutes les disciplines assisteront. Tout le monde prendra leur connaissance et pourra, s'il le souhaite, s'approprier, et surtout, donc, sans pour autant avoir besoin de construire quelque chose en mixité avec une autre discipline, se fonder sur ce qui vient d'être dit pour comprendre un peu mieux sa propre problématique, éventuellement la faire bouger, ou
la faire aller dans une autre direction. Euh, ce moment d'échange, c'est la base même de la disciplinarité éclairée. C'est la clé d'entrée. Pour cela, il faut bien sûr que cela soit possible. Or, nous sommes tous dans des universités, dans des structures de recherche qui ne pensent que de manière en silo, hein, pour lequel la discipline est quelque chose d'extrêmement important. C'est moins vrai pour nous en France, je crois que ça ne peut l'être particulièrement aux États-Unis, parce que les attributions des financements ne passent pas par là pour nous. Hein. On a quand même le CNRS, et pas que, hein, l'INRA, l'IFREMER, etc. Et même les universités, tous les financements ne sont pas directement liés au département. Donc c'est peut-être un moyen. Néanmoins, ça reste quand même, aujourd'hui encore, par les évaluations, comme ça a été souligné par le collègue qui a pris la parole avant moi, par les évaluations, par un élément extrêmement difficile à transgresser. Et donc, il faudra effectivement pour ça qu'il y ait une vraie mise en œuvre, une vraie construction qui permettent d'y parvenir, à avoir cette ouverture d'esprit pour intégrer les apports des autres dans sa propre réflexion. Je vais sauter parce que je crois que ça avance un peu plus vite. Je vais préférer me rabattre sur les exemples que je veux vous donner. Et d'autant que par ailleurs, dans le papier qui vous a été signalé, j'aborde la question en tant que telle. Alors, cette idée de construction pour bâtir, donc pour mettre en place ce bouillon de culture, vient directement du tome 4 des idées, de la recherche d'Edgar Morin, le tome 4 des idées, dans les pages 39 à 49 tout particulièrement, qui est décrite comme la manière de transgresser, la manière d'avoir des idées qui sortent du cadre commun et permettre l'inventivité, la sérendipité, permettre l'ouverture. Hein, l'ouverture. Donc je vais passer toute une série de diapositives à toute vitesse. Éventuellement, si vous le souhaitez, je pourrais y revenir après, simplement parce que je préfère me concentrer sur les exemples que je voudrais vous montrer. Voilà, c'est ainsi que le décrivait Edgar Morin. Donc, permettre donc qu'il y ait une prise des échanges extrêmement dialogiques, extrêmement tumultueux parfois, de manière à permettre ce qu'il appelle une activation calorique, c'est précisément le tumulte que j'évoque actuellement, et pour que en fait, les esprits se libèrent, qu'ils puissent ainsi être construits des pensées nouvelles. Comment ça se fait? Ces quelques principes sont appliqués dans les OHM, principalement sur une base de mixité de discipline, mixité de population, hein, du chercheur senior au Master 2, un mélange donc perpétuel qui permet effectivement de ne pas rentrer dans les cadres traditionnels, si vous voulez, et également des options, des choix, de rejeter ce qui empêche précisément ces dialogues nouveaux, ça va de la posture d'expertise, non pas de l'expertise, mais de la posture d'expertise aux recherches le mot m'échappe. Que tout le monde soit d'accord. Hein, si vous voulez, il faut au contraire accepter que tout le monde ne soit pas d'accord et en laissant du temps pour que les échanges se fassent. Vous le verrez, vous lirez dans l'article, je préfère m'occuper des exemples. Donc ici, grâce au bouillon de culture, tel que j'aurais dû le décrire, on pourra se développer à l'optimum l'indisciplinarité. Hein. Donc l'indisciplinarité qui, je rappelle, n'est pas l'antidisciplinarité, comme souvent on le trouve dans les pays anglo-saxons, ou l'absence de disciplinarité, mais simplement donc l'ouverture d'esprit, hein, qui conduise
à la disciplinarité éclairée. Donc, quelques exemples. Le premier, je vais le prendre, c'est donc l'OHM de Sceaux, qui a connu beaucoup d'activités minières depuis la plus haute antiquité. Et donc là, il s'agissait d'un premier temps de rechercher le plomb dans les sédiments lacustres liés à cette activité minière. Or, ce qu'on trouve, en fait, c'est du mercure. Et quand on pousse un peu plus loin l'analyse de ce mercure, on s'aperçoit qu'en fait, que ce mercure est marin. Donc, du mercure marin dans les lacs des Pyrénées. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces lacs qui au départ sont dépourvus de truites, sont réalvinés chaque année en truites de manière à permettre la pêche touristique, la pêche d'agrément. Et ces alevins sont nourris par des farines de poisson qui elles-mêmes sont pêchées dans les estuaires des fleuves du nord de la France et de l'Europe, et qui, eux, sont effectivement contaminés par du mercure. Et c'est donc l'alvinage des lacs des Pyrénées qui déverse du mercure. Et pas rien, puisque à l'époque, donc, ça a été évoqué comme 1 tonne an, à l'échelle de la France, de mercure déposé. Alors, pour qu'on obtienne ce résultat, il a fallu d'une part une étude paléo-environnementale, de sédimentologie, de la géochimie pour caractériser les éléments qu'il y trouvait, isotopique pour montrer qu'il était marin, puis des enquêtes sociales, auprès du travail en archives, auprès des sociétés d'alvinage, pour arriver à comprendre le mécanisme. Donc, une série de recherches purement disciplinaires qui aboutit à un résultat interdisciplinaire, bien sûr, qui permet la compréhension du système. Ça a été publié en géochimie, car c'est aussi la base de cette disciplinarité éclairée, c'est qu'on recommande que les premiers résultats soient immédiatement publiés dans des revues disciplinaires, au meilleur niveau, de manière à ce qu'effectivement la question ne se pose pas. Ici, Scientific Reports, c'est quand même pas mal. Pour littoral méditerranéen, un autre exemple ainsi, donc un des programmes d'études de littoral méditerranéen, c'est notamment les usages du littoral, la fréquentation touristique et récréative des milieux côtiers. Donc pendant quelques années, un groupe sociologue, géographe, a étudié la pratique de des 3 grandes plages de Marseille, pour voir un peu comment ça se faisait, qui venait, quand il venait, qui se baignait, à quel moment, globalement sur toute la journée, avec des décomptes, des enquêtes, etc. Et donc on avait ainsi un tableau très précis de l'usage de la plage. Les collègues qui sont posés des questions sur les contaminations par les produits antisolaires se sont servis de ces éléments, donc où les gens se baignaient, à quelle heure, etc., pour voir les pratiques d'usage de ces crèmes solaires et échantillonner au mieux les eaux de baignade par rapport à ces comportements. Et surtout, avoir par derrière les comportements pour interpréter les résultats obtenus. Alors, les résultats, c'est quand même assez énorme, quoi. 68 kilos par jour de produits anti-UV relargués à la plage du Prophète, une seule, donc 5,7 tonnes par saison, c'est quand même considérable. Et pour l'oxyde de titane, 340 grammes par jour, soit 71 kilos par mois. Donc en termes de santé, ça pose réellement un vrai problème. Le projet donc a été continué. Cette fois-ci, à nouveau, une reprise sur le volet SHS. La discipline appliquée, c'est la géographie, la sociologie, l'hydrologie, la géochimie, la chimie de l'environnement. Les disciplines de communication, c'est donc communication à un congrès, Géochimie Goldsmith de Boston en 2018, et puis une publication interdisciplinaire après, dans Science of the Total Environment en 2020. Peut-être s'éclairer. Je pense que je suis à peu près au bout de mon temps de communication, non? Vous pouvez me le confirmer? Il y a encore un petit peu, Robert. D'accord. Ouais. Donc, merci de me le signaler. Je vais continuer à donner 2-3 exemples. Donc, le problème, ça a été inventé, la Grande Muraille Verte a été inventée par l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, pour lutter contre la désertification. Et donc, normalement, c'est donc une barrière de 10 km de large sur 5000 km de long, qui doit comme ça border tout le sud du Sahara pour empêcher la progression. Bon,
vu l'état géopolitique de la région, les travaux n'ont commencé qu'au Sénégal, au nord du Sénégal. Et donc, nous avons fait un OHM sur cette zone-là. Donc, se sont développés autour, donc les conséquences de la plantation de ces espèces locales sur l'écosystème, sur le socio-écosystème. Donc, il y a eu d'une part des études d'agroforesterie, donc pour protéger des pasteurs, des animaux qui pâturent, ces arbres plantés ont été mis en défense. Et on s'est aperçu, en étudiant ce qui se passait dans ce défense, que les espèces naturelles étaient très, très avantagées par cette mise en défense. En revanche, les arbres n'étaient pas énormément protégés, puisqu'il y avait quand même un taux assez faible, hein, 4 sur 10 de réussite. On a étudié la population des petits mammifères et on s'est aperçu que le petit mammifère qui normalement peuplait cette zone avant, mais qui était de plus en plus remplacé par un autre à cause de la rizification, trouvait dans cette zone en défense une espèce et que donc Taterilus picargus revenait dans ces zones-là. La macrofaune du sol a été étudiée, donc toute la macrofaune, hyménoptères, isoptères, coléoptères, radéides, isopodes et colamboles, et on s'est aperçu que très nettement, elle augmentait en quantité dans la zone en défense. Et enfin, en socio-économie, on s'est aperçu que la mise en défense augmentait considérablement la biomasse herbacée naturelle, entre guillemets, qui pourrait être ainsi récupérée par la population locale, vendue, donnée à manger aux bestiaux des populations locales, mais aussi vendue. De même, grâce à ces défenses, des jardins polyvalents ont été ouverts. Donc 40 hectares de jardin, 1500 femmes qui s'en occupent, donc avec une production maraîchère qui vient contribuer à l'alimentation locale, mais aussi qui peut être vendue dans les marchés. Et donc on voit que ça induit un apport d'argent complètement imprévu auparavant. Tout ça fait un tableau disciplinaire d'un ensemble de socio-écosystèmes, et on voit très bien, donc là c'est assez jeune, mais on voit très bien comment les choses pourront s'engrener et comment les réflexions, notamment donc, entre les biodiversités, les dynamiques de pousse des différents éléments plantés et les systèmes socio-économiques et la santé, qui est un autre élément, mais là n'est pas venu, la santé des personnes vivant sur place, peut-être justement peut conduire à ce résultat interdisciplinaire sur une base d'action purement disciplinaire. Donc, oui, je viens de le parler. Ça peut être donc sur la chimie Estereja au Portugal, qui est donc le complexe chimique d'Estarège, depuis les années, avant les années 50, a produit des quantités énormes de déchets chimiques, de métaux lourds notamment, pas seulement, et qui ont été déversés en pleine mer, et qui ont été laissés comme ça, à volo, sans aucune protection. Dans les années 90, ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible de continuer comme ça, et donc ils ont mis en sarcophage ou essayé de supprimer ces contaminations. En fait, ça n'est pas suffisant. Et donc, tout l'OHM étudie les conséquences de ces polluants. Fondamentalement, c'est donc avec des collègues qui étaient des géochimistes de l'université d'Aveiro que la chose a commencé. Donc, on a une très bonne connaissance aujourd'hui des polluants, notamment en termes de métaux lourds, de leur diffusion, de la dynamique de leur diffusion dans les sols et leur extension vers le sud, vers l'ouest, c'est-à-dire vers la Ria d'Aveiro, hein, qui est quand même encore une zone de pêche pour les populations et donc à côté de l'usine, pratiquement tout le monde fait du maraîchage, hein, à but local. Et donc tout cela a pu être déjà bien identifié, les pratiques.
dernièrement, enfin plus dernièrement, une étude a concerné, s'est interrogée sur les capacités cognitives et leur affection par les métaux lourds. Et donc, on s'est aperçu qu'effectivement, les performances cognitives sont affectées, parfois de manière très sévère, par ces métaux lourds, donc qui continuent toujours la pollution de cette zone. Grâce aux études interdisciplinaires qui ont été faites auparavant, un éclairement a pu être fait de cette lecture, de ces résultats de santé, qui a permis le redéveloppement d'un nouveau programme et d'analyse de la transmission de ces métaux, de ces éléments-là dans la chaîne trophique par les pratiques traditionnelles et un approfondissement côté santé avec certaines difficultés parce que la santé publique au Portugal n'est pas centralisée autant qu'elle peut être en France. Donc c'est un petit peu plus délicat. Et enfin, le dernier exemple, qui est pratiquement le plus beau. Donc, il se trouve que l'idée était d'évaluer le poids des activités pastorales sur la diversité floristique en espace d'altitude. Donc, très simplement, des carottages ont été faits dans les lacs. Ils ont été dosés, l'analyse pollinique a été faite, les datations donc, ont été réalisées, qui ont permis d'avoir à très haute résolution un descriptif complet de l'évolution des couvertures paysagères aux alentours de ces lieux de pâture. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant. Le problème, c'est que pour les comprendre, il faut savoir quelle était la pression de cette pâture. Or, dans les Pyrénées, il y a une pratique ancienne, ancestrale, qui veut que chaque été monte à l'estive l'ensemble des familles de la vallée, y compris, bien sûr, les vaches, mais aussi toutes les autres bêtes et toute la famille. Et donc, tout le monde monte à l'estive, s'abriter pendant tous les mois dans des cabanes en pierre qui s'appellent des auris, où tout le monde habite. Il y a des auris pour les animaux, pour les cochons, pour les gens, enfin, tout est ouvert. Mais comme évidemment, tout ça permet beaucoup de mobilité, il y a des études, des contrôles qui sont faits par les agences qui s'occupent de la forêt, et surtout par les douaniers qui craignaient de la contrebande avec l'Espagne. Et donc, à la sortie de chaque village, tout est noté, nombre de personnes, nombre de têtes de bétail, et au retour de chaque estive, tout est noté, combien il y a de personnes qui reviennent, combien il y a de têtes de bétail qui reviennent. Et pareil, aujourd'hui encore, les derniers bergers ont permis de dire à quelle famille appartenaient quels auris aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en un mot, grâce à l'étude des archives douanières et le souvenir qu'avaient ces bergers, plus l'analyse palynologique, on a pu savoir année par année la pression pastorale sur chacun des auris à côté des carottages effectués. C'est complètement extraordinaire. Et ça a montré d'abord que les gens savaient très bien comment gérer leurs biens. Effectivement, une gestion durable des estives et des camps pastoraux en dehors de toute politique étatique. C'est vraiment à l'usage des villages que ça ont été faites. Et enfin, qu'il existe une relation positive entre la charge pastorale et la diversité floristique. La biodiversité floristique est favorisée par la charge pastorale, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Alors là aussi, on a affaire comme discipline des études d'abord complètement disciplinaires, pour l'environnement, sédimentologie, géochimie isotopique, exploitation d'archives et enquête sociale, et chacune donc travaillant bien sûr avec ses méthodes. Il y a là à souligner un autre élément qui est particulièrement intéressant pour les OHM, c'est qu'en fait, on a le temps.
je veux pas dire par là que je ne parle pas du temps long comme on peut l'utiliser dans notre contexte, c'est qu'on sait très bien, donc l'événement fondateur fait que toutes les dynamiques redémarrent en même moment. Mais ces dynamiques ont des temporalités différentes. De la même manière, les disciplines qui étudient ces dynamiques ont elles-mêmes des temporalités différentes. Pour épuiser un fonds d'archives ou pour faire quelques datations chimiques, le temps nécessaire n'est pas le même. Or, l'OHM permet de filer, de stocker en quelque sorte certaines de ces rapports sur plusieurs années, jusqu'au moment où les temporalités rentrent en phase et elles peuvent se donner lieu à interprétation réciproque et donc interprétation globale. C'est donc une autre caractéristique de, de cette démarche. Alors, pour finir, si j'ai 5 minutes encore ou pas. Un temps de conclusion, ce sera parfait, Robert. Bon, pardon. Un temps pour conclure, ce sera parfait. Bon, donc très brièvement. La pratique, d'abord, c'est ce qui s'est passé spontanément dans les OHM. Hein. Cette démarche s'est produite spontanément. C'est en l'observant qu'après, j'ai pu comprendre comment les choses fonctionnaient. Un. Deux, le fait qu'on ait pré-problématisé avant, à l'aval, rend les choses extrêmement plus simples dans le déroulement et le développement des projets de recherche, puisque précisément, il n'y a pas besoin de revenir sur des choses qui ont déjà été acquises avant. Donc, c'est très simplement que les choses se font. Le temps permet de recaler, comme je le disais à l'instant, les temporalités entre elles, et le fait de reproblématiser chaque année, puisque précisément les résultats avancent, permet de reposer les questions, de se retourner vers la société et de progressivement arriver à faire passer les résultats obtenus, d'une part dans les disciplines, l'ensemble des disciplines, mais aussi éventuellement auprès donc, des populations concernées par ce qui est très loin d'être une évidence, mais c'est un tout autre sujet. Voilà, je vous remercie.